On est parti pour nos conférences inspirantes. Alors on est en plus petit comité, c'est normal, il y a une partie du public qui s'est répartie sur tous les ateliers. Et on va commencer avec une jeune femme talentueuse. Elle a commencé comme consultante, ensuite elle est passée par des startups emblématiques de l'écosystème numérique nantais. Elle a travaillé chez iAdvice, que tout le monde connaît maintenant. Elle travaille aujourd'hui chez SpeechMe, une startup de près de 40 personnes. Je vous invite à aller sur leur site, c'est une startup très prometteuse. Et chez SpeechMe, elle est chef de projet. Et en parallèle, elle incarne le rôle de Happiness Captain. Donc c'est un rôle particulier. Elle va vous en parler, c'est le thème de sa conférence. Et ses super pouvoirs à Charline, comme tout le monde, elle en a plusieurs. C'est une femme d'action, elle est chaleureuse, et elle est en apprentissage permanent. Eh bien, je vous propose de l'accueillir, Charline Auguste. Je suis capable, comme l'a dit Serge. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà questionné sur ce que veut dire le mot travail. J'ai mené cette expérience il y a quelques semaines et je suis tombée sur des mots comme tourment, souffrance ou encore instrument de torture inventé par les Roumains. Rien de très étonnant si je vous dis que le constat que j'ai fait dans cette vie-là, c'est que le bonheur au travail fait peur. Et pas qu'au travail d'ailleurs. Le bonheur, a priori, fait peur. Et c'est une prise de conscience que j'ai eue, qui m'a ouvert les yeux là-dessus, et d'abord sur moi. C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait toute la différence. Alors, Serge, docteur Marquis, je n'ai plus peur du bonheur. Est-ce que c'est grave ? Et là, c'est comme si mon petit hamster me susurre à l'oreille, non, rien de grave. Peut-être que d'ici quelque temps, tu te proclameras, tu oseras prendre ce rôle de la Happiness Captain. En effet, c'est ce qui s'est produit il y a quelques mois. J'ai osé prendre cette place, prendre ce rôle de la Happiness Captain. Et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Tout a commencé par quelques observations, bien sûr. Avant d'avoir cette prise de conscience sur moi, comme tout le monde, c'est d'autant plus facile d'observer d'abord les autres pour ça. C'est ce que j'ai fait et pour moi, tout a commencé en 2003. J'avais 21 ans. J'arrivais sur Nantes et j'allais me lancer dans le grand bain de cette nouvelle vie professionnelle. Et j'allais apprendre à devenir formatrice, consultante en conduite du changement. Gros challenge, forcément. Je me retrouvais à animer des formations auprès de groupes qui n'avaient pas forcément envie d'être là à ce moment-là, puisqu'ils vivaient quelque chose de plus ou moins difficile qui leur était imposé. Et mon job, c'était donc de leur redonner quelque part un peu le sens, de les mobiliser autour de ce nouveau projet impulsé par leur direction, et puis de les rassurer et de leur donner envie surtout de passer à l'action. J'ai trouvé cette expérience qui a duré une dizaine d'années juste formidable. Ça m'a nourri énormément et je crois que pour faire encore le parallèle avec Serge, je me suis sentie véritablement utile pendant ces nombreuses années. J'ai appris plein de choses. Le premier constat que j'ai fait, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de voir le verre à moitié vide, vous le savez bien. Et donc je me suis rendu compte que le changement, ça faisait peur, que tout le monde n'avait pas la même capacité de surmonter le changement, et qu'il était beaucoup plus facile de se victimiser plutôt que de se responsabiliser, qu'il était aussi beaucoup plus facile de prêter des intentions négatives à autrui plutôt que d'aller poser les questions à la source. Vous devez le voir, c'est vrai qu'on en parle souvent, c'est assez français, mais on entend régulièrement des vivement la retraite, vivement le week-end, c'était mieux avant, etc., etc. Donc ça, c'est le premier constat que je fais, où je me dis, oui, il y a certainement... je me dis juste, on fait tous ça.
C'est-à-dire que je l'observais, mais que moi-même, la première, j'avais très naturellement tendance aussi à rester en dehors de cette vie professionnelle où là, je savais très bien être très positive et apporter cette joie, cet enthousiasme. Mais à côté, dans ma vie personnelle, j'avais aussi cette tendance-là. Et puis, on fait tout ça, et même quand ça va. C'est ça qui est assez marrant. Et c'est le deuxième constat que j'ai fait quand j'ai rejoint une autre vie professionnelle. J'ai rejoint effectivement une autre start-up nantaise et j'ai goûté aux joies et aux difficultés, cette fois-ci, d'être manager. Et puis surtout, je me suis rendu compte que même dans une start-up où toutes les conditions sont réunies, en tout cas où l'environnement est vraiment propice au bien-être, on a des super bureaux, un environnement chouette, des super collaborateurs avec qui on a des points, des choses communes que l'on partage. On a même à ce moment-là une cagnotte qui nous permet en fait de pouvoir faire plaisir soit à nos clients, soit à nos collaborateurs. Et même quand on a tout ça, j'entendais les gens se plaindre, et moi, la première. Donc, on fait tout ça, et même quand ça va. Alors, quand ça ne va pas, c'est le déluge. J'adore cette expression qui dit « le bonheur, c'est apprendre à danser sous la pluie ». Je trouve ça très vrai. Le bonheur, c'est peut-être une deuxième prise de conscience pour moi. Le bonheur, ça s'apprend, en fait. Le bonheur, ça s'apprend. Il se goûte aussi dans l'ici et maintenant. Il se choisit. Et il se choisit sans rien nier de ce monde-là et sans rien nier non plus de qui nous sommes. Alors peut-être qu'à ce stade-là, vous vous demandez, mais qui sont ces gens qui n'ont plus peur du bonheur ? Alors j'ai envie de vous répondre que ce sont des êtres imparfaits et qui ont conscience de l'être. C'est peut-être ça aussi qui change. C'est aussi avoir cette conscience de se dire que chacun livre une dure bataille. C'est également prendre conscience que finalement rien n'est vraiment personnel, que lorsqu'on réagit, on réagit avec nos bagages inconscients et que du coup chacun est plutôt tourné vers ses propres doutes et que voilà. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce que j'avais envie de vous dire sur ces personnages qui n'ont plus peur du bonheur. Alors, comme je vous le disais, ça s'apprend et finalement, aujourd'hui, on ne nous apprend pas ça. Et on ne l'a pas appris à l'école. Et souvent, le bonheur, il s'apprend à nos dépens. C'est en tout cas l'expérience que j'ai vécue. Un jour, j'ai été, on va dire, frappée un peu de plein fouet par la question existentielle du bonheur. C'était le 25 avril 2010. Vous savez, un événement où il y a un avant et un après. Un événement qui marque le temps. Le temps s'arrête. C'est drôle parce que cet événement, il est venu chambouler un peu toutes mes croyances. La croyance de se dire que... Enfin, j'ai toujours cru ça. Depuis que je suis toute petite, je me suis toujours dit il faut que je sois la plus sage et la plus lisse possible. Pourquoi ? Pour qu'on m'aime, et puis pour faire plaisir aux autres, et faire plaisir à papa, bien évidemment, quand on est une petite fille modèle. Mais ce jour-là, quand papa n'est plus là, quand papa l'a décidé de son propre choix, qu'il a décidé de quitter cette vie-là, forcément, ça chamboule. Et la question existentielle du bonheur, vous le comprendrez, devient quelque chose qui nous anime, en tout cas qui m'anime, où je me suis dit, mais pourquoi
certains y arrivent et d'autres pas. C'est quoi les ressources qu'on développe ou pas pour surmonter les épreuves, pour trouver des solutions et pour rester positif? Alors, à ce moment-là, j'ai commencé un chemin et je me suis fait la réflexion de me dire, ok, donc si le bonheur fait peur, qu'est-ce qui, en parallèle de ça, peut me faire gagner et peut me permettre de ne plus avoir peur? Tout simplement la confiance. La confiance en soi, la confiance et l'estime de soi. Donc j'ai commencé un chemin de développement personnel qui m'a permis d'oser certainement être ce que je suis et d'oser faire cette conférence également. Et ça a été vraiment ça a été très riche en découvertes. Je me suis un peu fait mon auto-prescription sous format rituel avec 4 doses un peu journalières, notamment beaucoup de lectures, bien sûr, quelques auto-affirmations positives aussi, vous en connaissez peut-être, même si je ne suis pas celle que je veux être aujourd'hui, je m'aime et je me respecte telle que je suis. Un peu aussi d'écriture. À ce moment-là, je suis revenue quelques années en arrière et puis j'ai décidé d'écrire, de tenir un journal et de poser mes intentions, pour justement gagner en vigilance aussi par rapport à ce qui me permettait d'être mieux, tout simplement. Voilà, donc un peu d'écriture, un peu d'auto-affirmation, et puis un peu de retour au souffle aussi à l'instant présent avec quelques techniques de méditation, etc. Mais ça ne m'a pas suffi. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça chouette. Bon, c'est pas si évident de l'intégrer dans son quotidien. Hein. Je suis encore aujourd'hui dans cette démarche-là et forcément, c'est un travail d'une vie. Et puis, voilà, je me suis dit, comment je peux faire encore plus? Et j'ai posé justement des intentions là sur ce petit carnet et je me suis dit, mais en fait, je vais utiliser l'entreprise. Pourquoi? Parce que l'entreprise, on y passe quand même 7 à 10 heures par jour. Et du coup, voilà, je me suis dit, mais l'entreprise devient, pour moi en tout cas, le terrain d'expérimentation pour travailler sur moi et avec les autres. Alors, moi, c'est ma réalité, j'imagine que vous aussi, vous y passez beaucoup de temps. Donc, j'ai commencé et j'ai travaillé autour des 4 accords Toltec que je vous invite à lire, de Miguel Ruiz. J'ai trouvé ça juste génial, et notamment sur le premier accord qui est que ta parole soit impeccable. Et ben, je me suis rendu compte que ce n'était pas si évident et que effectivement, ça demandait un état de vigilance constant. Et au bout de quelques jours, ou à la fin de ma journée, je reprenais le petit journal et je me rendais compte que c'était toujours pas ça. J'ai fini par y arriver et je me suis questionnée, mais comment tu as fait aujourd'hui pour réussir? Tout simplement, j'étais beaucoup plus dans l'action et puis j'avais effectivement cette attention portée aux discussions qui m'entouraient, de ne pas venir dans ces réflexions-là ou qui étaient à portée de main. Et puis également de travailler sur ne fais plus de suppositions, deuxième accord Toltec. Donc là, je me suis dit, ok, j'arrête de faire des suppositions. Dans le milieu de l'entreprise, on fait aussi tout ça. Et puis, en fonction des uns et des autres, on a aussi une plus grande tendance ou pas à se faire des films. Du coup, à chaque fois que je me posais des questions, à chaque fois que j'avais des doutes, j'allais à la source. Et vraiment, je vous assure, ça a été une riche expérience qui me simplifie encore une fois, enfin encore aujourd'hui, la vie. Alors, effectivement, j'ai poursuivi mon chemin. Et puis, à un moment donné, j'ai rejoint SpeechMe, qui est une autre start-up nantaise, qui est spécialisée en fait dans la transmission de savoir entre pairs, qui permet d'agir sur l'empowerment, la prise de pouvoir par les collaborateurs pour transférer un savoir. C'est très, très innovant et c'est très aussi recherché actuellement dans cette logique de faire qu'on révèle les talents dans les entreprises. Donc, je suis arrivée chez SpeechMe. J'ai observé les choses pendant 3 mois à peu près. Je suis effectivement project manager, c'est ma mission numéro 1. Et puis un jour, bien sûr, la première étape étant, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à observer les possibles, à voir ce qui existait, ce qui n'existait pas. Mais ce qui est vraiment super dans une start-up, c'est qu'il y a une liberté de création. En tout cas, il y a des zones où on peut vraiment agir et créer. Et donc, je me suis dit, mais profites-en, puisque cette partie-là était encore libre et que ça me tenait à cœur. Je me suis donc proclamée Happiness Captain.
Alors bien sûr, vous connaissez ou pas, en tout cas je vais vous en parler juste quelques mots, ça vient des États-Unis, de la Silicon Valley. À la base, c'est vraiment dans une logique de vouloir donner le sourire aux collaborateurs qui vont travailler et puis de faire en sorte que ce collaborateur, il le conserve, ce sourire. Moins facile. Beaucoup de personnes ont travaillé là-dessus, notamment l'un des initiateurs, c'est le cofondateur de Zappos, qui a écrit L'entreprise du bonheur, que je vous invite aussi, si vous ne connaissez pas, à aller lire. C'est très intéressant, même si je ne partage pas tout. Et puis j'ai bouquiné, et puis je suis tombée aussi sur une histoire que j'ai adorée, qui est une histoire autour de la philosophie du poisson. La philosophie du poisson a été découverte sur le marché aux poissons, donc, de Seattle. Et c'est drôle parce que, en fait, c'est une jeune femme qui arrivait sur Seattle qui a découvert cet état d'esprit. C'est un marché qui a été étudié par de nombreux sociologues. Il a été étudié par de nombreux sociologues, tout simplement parce que l'état d'esprit qui laissait ressortir était juste unique, notamment parce que on pouvait noter que les gens étaient tous hyper chaleureux, avec beaucoup d'humour, beaucoup de gentillesse. Et donc, on se rendait compte en fait que l'on achète ou pas sur ce marché, on avait le droit au même spectacle. Et puis, du coup, cette personne-là qui a découvert, s'est interrogée, est allée voir le créateur de ce fameux marché. Et elle s'est rendue compte que l'idée, c'était de se dire, OK, on n'a pas tous demandé à être marchand de poissons, mais on peut décider effectivement de comment on veut initier, comment on veut vivre ce métier, et puis on peut agir sur notre journée, comment embellir la journée. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, juste de pouvoir agir, voilà, chacun à notre façon, et d'avancer et de poser des actions autour de ça. Donc, je trouvais que l'intention était très bonne et j'ai décidé de le faire. Alors, comment je m'y suis prise ? Je m'y suis prise j'ai défini mon périmètre de jeu, j'ai défini ma mission et mon rôle, puisque si vous avez déjà entendu parler de ce rôle, on en entend beaucoup parler et en même temps, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Beaucoup de titres aussi qui sont tous différents. Moi, c'est Happiness Captain. Par ailleurs, on peut entendre parler de Chief Happiness Officer ou encore d'artisan du bonheur. Enfin, tout est possible. C'est en ça que j'ai trouvé ça plutôt chouette parce que je me suis dit, super, on a cette liberté de création et donc on peut créer son poste à son image. Moi, ma volonté, ma mission, c'était de faire que l'entreprise devienne un lieu de bien-être et d'épanouissement où la prise d'initiative autour de cet espace permettrait justement à tous de pouvoir créer, de pouvoir se laisser un peu bercer par sa créativité. Alors, comme je vous le disais, j'ai travaillé sur le périmètre et donc mon périmètre, c'était à la fois... alors, je dis c'était parce que en fait, on a vécu une première phase chez SpeechMe. Ça a duré 9 mois. Aujourd'hui, je ne suis plus Happiness Captain. Et je vais vous expliquer justement pourquoi. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Hein. Non, c'est que le début. Et du coup, j'allais travailler sur l'onboarding, sur l'intégration des nouveaux, sur les valeurs, notamment sur les actions qu'on peut mettre en place autour des valeurs. J'allais aussi travailler sur la communication interne et notamment également sur les événements, l'organisation d'événements un peu plus formels dans l'entreprise. Je me suis dit, mais toute seule, tu ne vas pas forcément y arriver. Donc, j'ai créé, en tout cas, j'ai impulsé le committee, le Happiness Committee, et j'ai demandé que chaque personne dans un pôle se porte volontaire et quelqu'un qui, bien sûr, partageait, adhérait à ce projet. Donc, on a créé le Happiness Committee. Une fois par mois, on s'est rencontrés. Et l'objectif de ce Happiness Committee, c'était de faire remonter l'ambiance dans chacun des pôles, de pouvoir aussi identifier les dysfonctionnements et d'apporter des actions d'amélioration. Et puis également, bien sûr, de faire ressurgir les bonnes idées de l'ensemble des collaborateurs pour créer notre plan d'action sur l'ensemble de ces sujets. Alors, c'est ce qu'on a fait. Donc, des actions, on en a vu sortir pendant ces 7 premiers mois, telles que le Friday Elevation Time. Donc, c'est un temps d'échange tous les vendredis où un pôle prend la parole pour expliquer ce qu'il a fait dans le mois. C'est vraiment un échange, c'est un moment unique pour nous chez SpeechMe parce que ça permet aussi de mieux comprendre les problématiques de l'ensemble des collaborateurs et des différents métiers. On a également initié la semaine chez les magiciens. Chez SpeechMe, les magiciens, c'est notre équipe de recherche et développement. Et donc, une semaine
chaque collaborateur vient se poser physiquement chez les magiciens pour être avec eux et puis pour créer encore plus de liens. On a mis en place aussi un hackathon du bonheur. Ça, c'était lors du dernier séminaire et je vais vous en reparler. On a permis aux collaborateurs d'avoir des cours d'anglais. Et puis surtout, on a travaillé sur notre parcours, l'accueil le premier jour du nouveau collaborateur qui arrive, et ce sur les 15 premiers jours de son arrivée. Voilà des petites choses comme ça. Et puis on s'est rendu compte à la fin de ce hackathon du bonheur, on a fait brainstormer l'ensemble des équipes sur différents sujets, et notamment aussi sur les actions solidaires, parce que c'est un sujet qui nous permet aujourd'hui que la direction nous impulse. Donc ça, c'est plutôt c'est très chouette pour nous, parce qu'à chacun de nous aussi de pouvoir ensuite proposer des idées. Et puis à l'issue de ce hackathon, on s'est tous mis d'accord qu'en fait le rôle de la Happiness Captain en l'état n'avait plus vraiment lieu d'être sous cette forme. Donc je me suis retirée et puis je me suis dit ok, je vais maintenant me mettre au service du Happiness Committee. L'organisation était en place, le Happiness Committee s'était donc emparé du projet. Et puis surtout, ce qui a été très riche pendant ces 9 premiers mois, c'est l'ensemble des questions, des prises de conscience de part et d'autre. On en a beaucoup parlé aussi entre nous. Alors, aujourd'hui, on est dans une deuxième phase là, qui va commencer, où on s'interroge justement avec la direction et les collaborateurs de quel format va prendre ce nouveau projet qui devient donc un projet collectif. Alors pour ceux qui, comme moi, souhaiteraient peut-être se proclamer Happiness Captain ou Chief Happiness Officer, j'ai envie de vous donner quelques conseils. Le premier point de vigilance, en tout cas, que je peux donner, c'est attention au trop d'intention tue l'intention. Je m'en suis rendu compte. C'est aussi de vous dire que, rappelez-vous ce qu'on s'est dit, le bonheur fait peur, et donc du coup dans l'entreprise, il faut prendre le temps aussi de créer ce climat de confiance. On le sait très bien, hein, la confiance s'accorde, mais parfois on l'oublie. Et vous savez, là, par rapport à ce que disait Serge, la reconnaissance informelle, je pense que dans ce genre de rôle, c'est plus que fondamental. Trouver une crédibilité, une légitimité par cette congruence qui nous anime, c'est un poste où l'authenticité, je pense, est assez fondamentale, dans le sens où voilà, on doit pouvoir dire les choses aussi bien quand ce sont des bonnes nouvelles que quand ce sont des moins bonnes nouvelles. On doit pouvoir oser dire tout bas ce que tout le monde, enfin dire tout haut, pardon, ce que tout le monde pense tout bas. Voilà. Donc prendre le temps peut-être de poser des actions avant de prendre ce titre. Et puis, en tout cas, pour ma part, je me suis rendu compte que le titre Happiness Captain était assez biaisé, en fait. Parce que soit on avait l'impression que j'étais la Captain America, genre la fille parfaite qui rigole tout le temps, qui doit sourire, qui doit rire, faire des blagues, être attentive, etc. Bon, bah ça n'existe pas. Ou soit, à l'inverse, c'était de se dire, mais en fait, Captain Happiness, ça impose le bonheur. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me suis dit, mais qui je suis, moi, pour impulser le bonheur? Est-ce que j'ai envie de parler du bonheur? En fait, le bonheur, vous l'avez vu, c'est très personnel. Ce que j'ai envie d'impulser, en fait, c'est le bien-être. Le bien-être, oui, c'est de la responsabilité de l'entreprise. Créer un climat de confiance et de bienveillance, oui, tout à chacun, et l'entreprise, effectivement, peut y contribuer. Donner accès à plein d'activités, éveiller la curiosité, oui, ça, c'est possible. Alors voilà, dernière chose que j'avais envie de vous dire, c'est qu'effectivement, il faut prendre le temps aussi que ce projet collectif, il soit vraiment personnalisé à chaque entreprise. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de règles. Quelque part, il faut le faire avec son cœur, ça c'est déjà, je pense, essentiel. Et puis, voir comment ça prend, sous quelle forme, parce que c'est vraiment spécifique à chaque entreprise. Bon. On sait que Nantes a été élue la première ville une des premières villes au palmarès où il fait bon vivre. Et je pense qu'on a toutes les chances pour faire que demain, Nantes soit reconnue parce que les entreprises, c'est des lieux où il fait bon travailler. Et vous savez quoi? Le docteur, là, me dit que c'est super, c'est contagieux.
ça s'attrape même. Donc je nous souhaite à tous de devenir des artisans du bonheur ou du bien-être. Merci. Merci Charline, on l'applaudit. On va vivre le petit moment de Swift, de changement de flux. Ce qui reste pour la conférence de Pierre Morkens, eh bien, vous restez confortablement assis. Pour les autres qui veulent aller dans les ateliers, c'est le moment. On va attendre quelques minutes parce que certains vont peut-être vous rejoindre dans la salle. Certains avaient choisi de venir uniquement à cette heure-là. Et puis, on enchaîne directement sur la deuxième conférence inspirante.